bonjour. Je rencontre Serge Otis aujourd'hui, quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué à la ville d'Amalbaie, puis que les gens ont grandement apprécié. Serge, premièrement, on était à quel endroit? À Saint-Aimé-des-Lacs, à notre chalet au bord du lac Sainte-Marie. Lac Sainte-Marie. Oui. Là, tu demeures à Québec et tu as ton pied à terre ici. Exactement. On passe à peu près 3 mois d'été, ou à peu près 3 mois d'été. Okay. Et par la suite, on est à Québec. OK. Puis c'est un chalet qui est à l'année? Est-ce que tu viens quand même? Oui, bien l'hiver un petit peu moins. Parce qu'on va aussi dans le sud un peu l'hiver. On va un peu moins ici durant l'hiver, mais il est habitable à l'année, donc nos enfants peuvent venir à l'occasion. C'est bien. Okay. Oui. C'est ton petit coin de paradis dans Charlevoix. Bien, ça fait au moins une 50aine d'années qu'on est installé ici, parce que c'est mes beaux-parents qui étaient propriétaires et on a aménagé un petit chalet à l'arrière. Okay. Aujourd'hui, ils sont décédés et puis c'est le chalet familial qui est ici. Alors, c'est un beau pied-à-terre dans Charlevoix, puis on sait comment c'est intéressant de venir ici l'été, l'automne, toutes les saisons. Et précieux sur le bord d'un lac. Précieux, précieux. Ça n'a aucun prix. Aucun prix. Puis c'est un lac qui, il n'y a pas de moteur à essence. Donc, on a un ponton et les gens qui ont des pontons ici, on a à peu près une quinzaine. C'est tout avec des moteurs électriques. Alors, c'est tranquille, c'est bien, c'est calme. Beaucoup de kayaks depuis quelques années, là, et des planches. Alors, c'est bien, c'est bien. Donc, on va commencer par situer Serge Otis, tu es natif de l'Amalbaie. Exactement. Et j'aimerais ça avoir une idée de ton enfance. C'est quoi tes premiers souvenirs dans ton enfance à l'Amalbaie? T'étais-tu heureux à cette époque comme jeune de l'Amalbaie? Oui, bien, mon grand-père était un boucher. Oui. Les Otis, c'est des bouchers de père en fils. Mon père était boucher, Joseph Edouard Otis à Haye, qu'on appelle. Mon oncle, c'était famille de bouchers. Et mon grand-père, on était élevé dans la Comportée. Okay. Les 3 premières maisons, quand on descend à l'Amalbaie, les 3 premières, c'était mon oncle Davy. Nous, on était à côté. Puis l'autre, c'était mon grand-père, puis il y avait une boucherie en arrière. Puis en face, les gens vont se rappeler, les plus vieux, on appelait ça chez Adèle la Carotte, où était le foyer Sainte-Claire, à un moment donné, juste de l'autre côté. Puis les voitures de mon grand-père étaient là. Évidemment, c'était attelé, c'était à cheval. Et lui, il livrait la viande un peu partout. Puis il y avait des terres à Capellet, il y avait des terres à Fraserville. Et mon grand-père, il y a eu l'hôtel du Bedeau, c'était à lui. Chez Adélard Girard, à l'Amalbaie, en face du cinéma, où est la Caisse populaire à côté, où était le fleuriste à un moment donné, M. Harvey. C'était à mon grand-père. Donc, c'était des hommes d'affaires. Ah, c'était lui, puis M. Couturier. Il y avait Joe Couturier, puis mon grand-père. Mais puis le centre-ville de l'Amalbaie, à l'époque, il y avait beaucoup plus il y avait des maisons tout le long, là. Oui. On attelait, moi je me rappelle, quand j'étais dans ma jeunesse, j'avais 4 ou 5 ou 6 ans, on attelait, j'avais un chien. Okay. On l'attelait l'hiver ou l'été aussi, puis on descendait, où M. Paul-Émile Lapointe avait son épicerie à un moment donné, où M. Domain, il a été après, là. Et on allait chercher des victuailles là, puis on revenait à la maison. Donc, j'ai eu Puis mon autre grand-père, mon oncle Edmond, mon grand-père Edmond Ouellet, il était 2-3 maisons après mon grand-père Otis. Donc, toute la famille était là. Okay. On était élevés dans la Comportée, puis par après, on a eu un appartement, un logement dans la rue, chez Adélard Girard, dans la rue Nerne. Okay. Et par la suite, c'était la rue Sainte-Catherine. Donc, toute ma vie était là. Et dans la jeunesse, après ça, ben, c'était la patinoire, c'était chez Veilleux, c'était à Lovington, c'était tout ça, là. La patinoire, ça existait, la patinoire? Ben, dans un premier temps, les patinoires c'était des frères Maris à l'école secondaire, au collège. Puis il y avait un chalet, puis on jouait au hockey là, et les frères Maris, ils nous prêtaient l'équipement. Alors, ça prenait des genouillères, des pads, des épaulettes, on prenait ça. Et le grand club, parce qu'il y avait un grand club de hockey, lui, il jouait sur le bord en arrière du garage couturier, un peu où était le centre culturel. On ne pouvait pas aller sur la glace du Grand Club, là. Nous autres, c'était là. Et les seuls qui ont été à la glace du Grand Club à un moment donné, c'est quand il y a eu un club de hockey qui s'appelait le SLM, l'école secondaire L'Amalbaie, un grand club de hockey avec Gaston Bouliane, Bergeron, les Gagnons. Et puis eux allaient jouer contre le Grand Club. Okay. Et c'était là, à ce moment-là, on a pu aller. On a pu aller à la grande patinoire, mais on était confinés au collège. Au collège. Oui. La grande patinoire, donc, il y avait. Est-ce que tu faisais partie d'une équipe de hockey? Ben, oui. Après ça, j'ai joué au hockey. Puis oui, bantam, juvénile.
J'ai joué avec Magella Tremblay, Magella de Capellet, Magella qui était un cycliste hors pair, qui a fait l'équipe du Canada à des Jeux panaméricains, je crois. Alors, on a joué au hockey ensemble. On a eu des belles années de hockey extraordinaires, extraordinaires. C'était ça notre enfance. C'était le hockey. Puis l'hiver et l'été, ben, on était cadés au golf. On était cadés au golf au Murray. Donc, on a appris à jouer au golf. Parce que à l'époque, après, vers 6 heures, ils permettaient aux cadets de jouer gratuitement au golf. Alors, ils nous prêtaient un petit sac de golf. Le Murray Golf Club fait partie de ton enfance. Ah oui, j'ai été cadet à l'âge de 12 ans, je crois. À l'âge de 12 ans. Donc, une belle enfance. Ce coin-là, la Malbaie. Le dépanneur qui s'appelle le dépanneur Otis, ça vient-tu encore de ta famille? C'est mon oncle, Joseph-Édouard. Oui. Donc, vous étiez une famille très présente à la Malbaie. Ah oui, très, très, très présente. Cousin, cousine. Puis mon oncle, tu sais, Édouard, c'est un personnage. Tous les gens qui l'ont connu, il venait à la balle-molle, il gageait toujours pour une équipe ou l'autre, il allait aux courses, il gageait, puis c'était pour rire, c'était pour rigoler, il n'y avait pas de malice, c'était le fun, puis c'était un beau mon oncle, qui était gentil, puis on se voisinait les fins de semaine, sa famille venait chez nous, on allait chez eux, les cousins, Daniel, Raymond, Claire, tout ça, c'était une famille extraordinaire, on avait bien du plaisir. Oui, la Malbaie, à l'époque, donc, l'école, tu vas à l'école. C'est quoi ton primaire? Là, tu vas, c'était l'école publique. Au début, j'ai commencé par l'orphelinat. Donc, on allait à l'orphelinat. On allait à l'orphelinat dans les premières années. Et après ça, il y avait l'école publique. Puis, étant de Malbaie, c'est drôle, j'ai été à beaucoup d'écoles à l'extérieur de la ville. On était à Rivière-Malbaie, au nord-est. Après ça, on était dans la Rivière-Mailloux. Chanoine-Tremblay, je pense, dans la Rivière-Mailloux. J'ai été à Pointe-au-Pitre. J'ai été dans la rallonge qu'on appelait le Poulailler, à Polyvalent. Alors, j'ai fait pas mal le tour de ça. Et c'était agréable. Moi, j'ai eu aussi de belles années scolaires. Les gens de Charlevoix, dans ce temps-là, côtoyaient l'hôtel Pointe-au-Pitre. Ah oui. Oui, et ça s'est continué quand on a fait le secondaire 5. On appelait, ça s'appelait le CPES. C'est la Polyvalence? C'était le CPES. La Polyvalence de la Malbaie n'était pas construite. CPES, c'était cours préparatoire aux études supérieures. Donc, on allait soit à Québec, ils nous transportaient. Nous, c'était Gifford, à l'école Samuel de Champlain, ou on allait dans le collège privé. Moi, je suis allé à Samuel de Champlain. Et à ce moment-là, quand tu dis que ça rayonnait sur Charlevoix, il partait un autobus de Baie-Sainte-Catherine, puis rendu à la Malbaie, il en partait un deuxième vers Saint-Irénée, puis un autre vers Clermont, puis il prenait tous les enfants de Charlevoix, puis on étudiait à Québec. Et c'était en 69. Mais là, pas tous les jours, là. Non, une fois par semaine. Puis comme il y avait trop d'élèves là-bas, on avait un quart de soir. Alors, on commençait à étudier de 2 heures à 6 heures ou 8 heures le soir. Évidemment, on était des gars de 17-18 ans. Puis dans notre pension, on était 12. La madame avait aménagé 6 chambres de 2. Donc, les 12 apôtres, là... On peut pas tout dire ce qui s'est passé. Bien, on a été voir pas mal Guy Lafleur jouer au rempart, avec les remparts, puis certaines discothèques, là, qui étaient connues à l'époque. Puis on a eu du plaisir. Puis on se reprenait le lendemain, comme on avait l'avant-midi de libre, alors on faisait nos devoirs, on faisait nos choses. Puis encore là, on a fait une équipe de gourets de salon ensemble. Il y avait des gars de Saint-Urbain, de Petite-Rivière, de l'Île-aux-Cours, de Saint-Simeon, de Baie-Sainte-Catherine. Alors, c'est toujours tenu ensemble. Ça, c'était une belle époque. C'était une très belle époque. C'était une belle jeunesse. Belle jeunesse. Puis on a connu des gens, puis comme Marcel Bouchard, que les gens connaissent, bien Marcel, il étudiait là, Marcel. Celui qui était chroniqueur de plein air à Salut Bonjour, puis il est encore. C'est connu, Marcel, c'est un grand ami. Et puis on reviendra tantôt comment les gens, on se retrouve. Et après, quand c'était le temps de trouver un cégep, je vais où, moi? J'étudie où? À quel endroit je vais? Et dans quel domaine? Je me suis inscrit à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. T'aimais voyager? Bien, il y avait déjà des gens qui étaient là. Il y avait Ghislain Bergeron, qui était un prolifique joueur de hockey, puis qui était directeur des loisirs de l'Arena à l'époque, au début. Puis il y avait Asselin aussi qui était là. J'oublie son nom. Et bon, ça m'a inspiré Pierre Savard. Pierre Savard était là aussi. Oui. Pierre Savard, qui était grandement aussi apprécié. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup. Donc, ça a tracé un peu ma route. J'ai dit, bon, ben je vais envoyer ma demande là. Je pense qu'il y en avait 400, puis il en prenait 100. Puis si on continue un peu dans ta jeunesse, là, tes amis, tes jeux, y a-tu seulement que le sport ou y a-tu d'autres intérêts
qui te vient en tête là, sur ta jeunesse? Ben, à l'époque, les parties de famille aussi, as-tu des beaux souvenirs? C'était les grands parties de famille, bien sûr. Dans ce temps-là, c'était les jeux de cartes les fins de semaine, c'était les noces, c'était les parties de famille. Ben oui, évidemment. C'était vraiment des grandes rencontres. Puis les autistes, c'est des gens qui parlent fort. Qui parlent fort, puis qui frappent sur la table quand ils jouent aux cartes, puis tu jurerais qu'ils sont fâchés, mais c'est juste pour le spectacle. Très mauvais perdant. Très mauvais perdant. Mais j'ai pas continué dans cette ligne-là. Il était un très mauvais perdant, mais des fois, c'était juste pour se donner un air de fun. Puis on côtoyait mon oncle Jean-Marie, il était ici à Saint-Aimé. Fait que c'était ça. Un samedi, c'était chez un. Samedi, c'était chez l'autre, chez des amis. Alors, c'est ce que je retiens, puis on suivait les parents. T'allais-tu au cinéma, là-bas? Ah, puis, mais évidemment. Le cinéma, les quilles, mais surtout le cinéma. Cinéma. Oui. Puis voir les spectacles aussi que M. Gagnon-Rosaire organisait. Quand César et les Romains venaient, ou que les Baronnets, ou n'importe quel. Les années 60. C'était au théâtre. Mais lui, il invitait les artistes au centre musical, au centre-ville. Puis il donnait des entrevues là, puis ils vendaient leur micro-sillon ou leur longeux. Parce que c'était le même propriétaire. C'était le même propriétaire. Et là, il planifiait, il bouquait en bon français pour venir faire un spectacle. Fait qu'on on a tout vu, les sultans. Il y a une belle scène en arrière du fantastique, cinéma. Fantastique. C'est ça, c'est un peu... ça serait le fun, ça, à un moment donné, qu'il y ait des spectacles là, qui reviennent à cet endroit-là. Parce que c'était une salle qui était conçue pour ça. Conçue pour ça, puis accessible pour tout le monde. Ça coûtait rien. Ça coûtait presque rien aller voir ça. Oui. Même, c'est ça, dans le temps, c'était toujours moins cher que maintenant. Il y avait du théâtre, il y avait des amuseurs publics, il y avait de tout. C'est Jean Grimaldi qui venait. C'est M. Grimaldi qui venait faire les tournées. OK. Il est tourné. Donc, Olivier Guimond... Oh oui, il y avait ça. Et aussi, je pense, les jeunesses musicales faisaient des belles affaires aussi à Margrédiouville. Je me rappelle les spectacles qu'il y avait là, qui étaient organisés, c'était formidable. OK. Parce qu'on était quand même assez choyés à la Malbaie. Il y avait des gens dynamiques qui s'occupaient. Une belle jeunesse, oui. Puis on faisait du vélo, beaucoup de vélo dans ce temps-là, de la pêche, beaucoup de pêche au ruisseau Todor, à la Malbaie, dans les petits ruisseaux. Tout le monde allait là. Okay. Ah, la pêche en plus? Oui, la pêche. Le ruisseau d'Odor. C'est le ruisseau qui part des sources joyeuses, si on veut, je pense, et qui descend en arrière du ravin là, à la Malbaie, puis qui se débouche, qui longe le golfe. Ah oui, qui parce que le golfe, c'est ça. Il traverse le golfe. Il traverse le golfe. Alors, quand on montait plus haut, évidemment, au printemps, avec un bout d'onde, puis une petite ligne à pêcher, on pêchait des truites. On montait à bicyclette, on allait là. Puis l'automne, c'était les noisettes. C'était les noisettes qu'on allait cueillir avant que la polyvalente s'installe et tout ça. Avant qu'il y ait des maisons là. Qu'est-ce qu'il y avait avant la polyvalente? Il n'y avait rien. C'était des champs. C'était des champs. Oui. Puis là aussi, la rue commerciale, ton père il faisait du commerce, c'était boucher. Donc, la rue commerciale aussi, le Saint-Étienne, qui était quasiment le double, parce que ça s'en allait jusqu'au foyer. Bien, mon père, les enfants de mon grand-père qui étaient bouchers, n'ont pas pris la relève du commerce. Donc, à un moment donné, mon grand-père a vendu, puis mon oncle Joseph Fedor a ouvert sa boucherie puis son épicerie, puis mon père, lui, a été boucher, mais chez Carpentier, qui était un des premiers magasins. À peu près où est la pharmacie, l'ancienne pharmacie. Aujourd'hui, c'est Tout et compagnie, là. C'est là qu'il était. Puis mon oncle... La pharmacie était ailleurs, je pense. Oui. Puis mon oncle Jean-Charles aussi, il était, lui, chauffeur de taxi. Il était la stand de taxi, en face de... Mais ils n'ont pas pris la relève du domaine familial, d'entreprise, mais ils ont quand même été des bons adjoints ailleurs, tout ça. Et chez nous, la viande, c'était sacré pour mon père et mon oncle. Alors, c'est des beaux souvenirs. Puis la rue Saint-Étienne était grouillante d'activité. On allait chercher de l'huile de charbon, on allait chez Couturier chercher de l'huile pour se chauffer l'hiver dans les annexes à l'huile et tout ça. Ah oui, c'était formidable. Quelle belle rue. Ah oui, riche en histoire. À l'époque, le vieux bureau de poste était ouvert? Oui. C'était M. Lefrançois qui était maître de poste à l'époque. Et tu avais le garage Couturier. Puis pour aller à Pointe-à-Pic, il fallait que tu passes par Rivière-Mailloux. Il y avait des commerces tout le long. Puis M. Bellé qui vendait de la glace. Parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque, donc il livrait de la glace. M. Gauthier de Saint-Irénée venait livrer les œufs.
Dans la maison. Il y a beaucoup de commerces qui faisaient de maison en maison. Il y avait le garage Asselin aussi qui Oui, a commencé en oui, face oui. du pont. Oui. Il vendait du Studebaker. Exactement, je pense que c'est ça de Baker. Oui, oui, tu as raison. Mon père avait toujours des Studebaker. Il était attaché à la marque dans les années 60. Oui. Puis, donc, tu es arrivé. À l'époque, le Charlevoix, c'était un hôtel? Oui, c'était un hôtel. C'était un hôtel. Yvan Tchèque. Oui. Il y avait le gitan. Oui, oui. T'as-tu connu Yvan Oui, Tchèque? oui, oui, oui. Ça, c'était-tu vraiment le monde interlope du temps ou... On ne saura jamais. On ne saura jamais. Mais il y avait des gens, il y avait un jeune, comment il s'appelait, Lachance, qui était là. Son père était dans les services funèbres. Ah, il était gentil, ça. On n'a pas eu de problème. Puis le gitan à côté. Le gitan qui est devenu une discothèque. Mais un restaurant très coté. Très coté avant une discothèque. Bon, effectivement, oui. Ma conjointe Lynn a travaillé comme serveuse là. Et à l'époque, un fait qu'elle me racontait à un moment donné, c'est qu'il n'y avait pas le droit des serveuses de noter les commandes des gens. Il fallait qu'ils les mémorisent. Alors, quand tu servais une table de 4 ou 6, il fallait que tu te rappelles de tous les menus de tout le monde puis de le servir à la bonne personne. Mais ça formait la mémoire des gens. Il y avait un costume spécial, je pense que oui. Dans mes souvenirs. Je n'ai pas mangé beaucoup ça. Il y avait le jukebox. Oui. Non, c'était beau, ça. C'était... La Malbaie, c'était beau. C'est effervescent. C'est une ville-centre. C'est une ville de service. Ça a toujours été une ville de service. Ça l'est encore, mais ça grouillait de service. Fait que là, on termine un peu ton enfance pour aller vers... Parce que tu as joué un rôle important à la Malbaie à une certaine époque. On va en parler dans notre prochain. Fait que je tiens à te remercier. On est dans une belle place. Et on va continuer tout à l'heure dans un deuxième volet où ce qu'on parle un peu de la fin de tes études et le début de ton implication à la Malbaie. Très bien. Merci. Toujours avec mon bon ami et sympathique Serge Otis. On va, avant de parler de ton implication à la Malbaie, on va quand même faire Il paraît qu'il y avait l'hôtel Vallon, il y avait aussi une plage à la Malbaie. Tu peux-tu nous en parler un peu? C'était situé en face de mon grand-père Edmond Ouellet. Donc, c'était vraiment de l'autre bord de la route. Et où étaient installés les buggies de mon grand-père. Ce qu'on appelait Madame Adèle Lacarotte. C'est devenu après ça l'hôtel Vallon. C'est un hôtel qui était là. Ça a été aussi, je pense, une station d'essence à un moment donné, mais l'hôtel Vallon, qui est un hôtel. Où il y avait une station de Shell. Oui, exactement. Qui est devenu Petit gars du silencieux. Pas vrai. Oui, mais il a déménagé. Puis l'hôtel est devenu un foyer pour personnes âgées. C'était le foyer Sainte-Claire. C'était un hôtel. Le foyer qui était sur le bord de la rivière, c'était un hôtel avant. Oui. Et il y avait une plage. Il y avait une plage. Il y avait une magnifique plage qui s'étendait jusqu'au centre d'achat, ou à peu près, là. En arrière du presbytère, qui est là. En arrière aussi. Le bord, autrement dit, de la rivière, avant la comporter, tout le long, c'est une plage. Ah oui, oui. On allait souvent là. On passait par la plage pour aller à Pointe-au-Pic. On allait aussi chercher des balles de golf là, parce que les balles de golf qui arrivaient dans le ruisseau, bien, ils s'en allaient à la mer. À la mer est basse, on pouvait ramasser ou des sangsues pour aller à la pêche ou autrement. Mais c'était une belle plage. C'était une très belle plage. Mais la rivière Malbaie n'est pas, à cette époque, un peu polluée par le Deneau? Pas à cette époque-là. Pas dans notre jeunesse. Pas à cette époque-là. Non. C'est devenu par la suite. Par la suite. Donc, toi, tu finis tes études dans quel domaine et quel chemin t'amène à la Malbaie? J'ai terminé à la ville, Malbaie. J'ai terminé mon cours en technique des loisirs à Rivière-du-Loup. Et ce choix-là des loisirs, c'était pour travailler à la Malbaie au loisir ou c'était... c'est quoi le choix? Pourquoi tu as choisi ça? D'abord, durant l'été, un dernier été, 68-69, j'ai travaillé à l'usine de Clermont. Dans la cour, on appelait ça la cour à scrap. J'ai travaillé là pendant un été. Et à la fin de l'été, on m'a offert un poste. On m'a dit, tu veux travailler, on va ouvrir une autre machine ou un plan, puis on aurait de la place pour toi. Puis j'ai pensé, j'ai dit, oui, c'est une belle opportunité, c'est un bon endroit, c'est bien payé.
Mais il me semble que j'aimerais aller quand même aux études puis faire quelque chose. Là, je me suis dit, dans quel domaine? Ça ne répondait pas à ta passion. Ah, absolument, absolument. Il y avait quelque chose en moi qui disait, au-delà de l'argent, au-delà d'un bon emploi, c'est des bons emplois, puis c'est un bon employeur. Là. Tous mes amis étaient là aussi, puis bon. Alors j'ai dit, je vais quand même essayer d'aller aux études un peu plus loin. Et je m'inscris dans quelle discipline? Alors j'ai beau faire le tour de toutes les disciplines, c'est le loisir, c'est le communautaire, c'est la proximité avec les gens, organiser les choses. Ça fait partie de toi, là. Ah, oui, j'avais un appel. J'avais un appel pour ça, puis ça faisait partie de moi aussi. Alors j'ai dit, je vais où? Il y a 2 cégeps qui donnaient la concentration. C'était Montréal, Dawson, puis il y avait aussi un autre à Montréal, puis il y en avait un à Rivière-du-Loup. Alors j'ai dit, tiens, je vais aller à Rivière-du-Loup. Alors j'ai envoyé ma demande là, j'ai été accepté. Puis encore là, c'était très intéressant parce que... Rivière-du-Loup, c'est pas extrêmement loin avec la traversée. Non, puis en même temps, quand tu es élevé dans Charlevoix, c'est les ondes de l'autre côté qui t'envoient. C'est l'Apocatière pour la radio, puis c'est Rivière-du-Loup pour la CJFP, dans le temps, qui est devenu CIMT ou à peu près. Donc, tu es submergé des commerces qu'il y a de l'autre côté. C'est ça. Puis, quand j'arrive la première journée à Rivière-du-Loup, bien, je connais Rivière-du-Loup. Ernest et Paul. Telle affaire. Ah, c'est là. Alors, tu le sais. Donc, tu es un peu chez toi. Ben oui. Tu es un peu chez toi parce que tu as été inondé ça depuis que tu es tout petit. Il y avait on un animateur de radio qui était... Oui, puis on va se rappeler à l'époque, il y avait un quart d'heure ou une demi-heure, c'était M. Philippe Tremblay qui donnait les émissions de la Malbaie, là. Hein, puis quand la souffleur passait, on entendait dans les autres. Fait que lui, c'était pour l'Apocatière, je crois, je pense. Ben oui. Donc, à ce moment-là, tout ça pour dire que, rendu là, ben, tu n'es pas dépaysé. Tu es dans ton élément. Et un fait intéressant aussi, c'est tous les gens de la concentration loisirs qui vont à Rivière-du-Loup, c'est une ville de sport. C'est une ville culturelle, c'est une ville qui est en avant de son temps, qui a eu les Jeux du Québec durant que j'étais là. Et à ce moment-là, il vient des gens, des filles, des gars de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Québec, de partout, de tout l'Est du Québec. Ah, il y a du talent. Il y a de l'effervescence qui est là, mon ami. Incroyable. Je pourrais t'en compter pendant 2 heures. De belles anecdotes, puis des gens qui ont fait carrière pour le Cirque du Soleil, puis tout ça, puis qui ont eu des belles carrières. Donc, tout ça fait que ça mousse ta créativité aussi, à tous les niveaux. Puis là-bas, écoute, il fallait pratiquer tous les sports. Pas exceller dans chaque sport, mais tous les pratiquer. Tennis, volleyball, basketball, athlétisme, natation, tout. Puis les culturels aussi, la photo, la poterie, la danse folklorique, le chant, tout ça. Fait en sorte que je fais mon cours. Au bout de mes 3 ans, de l'ouvrage, il y en avait comme ça. Il y en avait. On avait qu'à envoyer notre CV. J'avais 3 postes qui m'attendaient. On s'est mariés. Ça s'appelle combien le cours que tu as pris? Technique de loisirs. Technique de loisirs. Et puis là, j'ai postulé. J'avais 3 offres. On est revenu de notre voyage de noces. Aline et moi, on s'est mariés durant cette... Tu connais ta femme à quel endroit? À MLB, parce que depuis on est ensemble depuis 54 ans. Son nom? Lynn Chamberlain. Elle était de Clermont, moi j'étais de la MLB. Fait qu'on se connaît depuis très longtemps, 54 ans. On a fait 50 ans de mariage cette année. 4 ans de fréquentation, comme disent les vieux, les plus vieux. Et puis là, donc, tu te maries, tu es encore à Rivière-du-Loup. On finit mon cours. On se marie à l'été, on fait notre voyage de noces à Saint-Gélion dans un camping. Et mes amis qui ont fini en technique des loisirs, ils sont là. Mes trois de mes chums, puis ils nous installent dans un beau coin. Puis quand on arrive du voyage de noces, on a acheté une télé en s'en allant, on a acheté des affaires, on s'en vient. Puis là, j'ai trois appels pour un travail, dont la CACQ, Commission des écoles catholiques de Québec, à Québec. Puis le poste, c'est coordonner les activités sportives inter-écoles. École Louis-Joliette contre Brébeuf, contre Cardinal-Leroy, contre Sainte-Pat, contre Québec-High, pour le football, le basketball, le volleyball, tout ça, l'athlétisme. Alors, c'est dans mes corps. C'est dans mes corps, puis j'ai du plaisir. Fait que j'accepte le poste, j'y vais, puis on a vraiment, c'est bien. Et à un moment donné, j'ai un déclic. Au bout de 2 ans, je me dis, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je bouge. Il faut dire que c'est pas vrai que je bouge. J'ai dit, j'aimerais ça étudier en récréologie. J'aimerais ça avoir un bac en récréo. Il me semble que... Ça te manquait... J'avais le feeling, un peu comme quand j'ai dit, j'irai pas travailler au moulin, mais je vais aller à l'école. Là, j'avais comme un appel. OK. Je donne ma démission, je m'inscris à l'Université du Québec. Donc, tu n'as pas peur de te lancer dans le vide? Non, on est jeune. On est jeune. Lynn finit son cégep, à peu près. Et puis là, je dis, je vais aller à Ottawa. Il y a Trois-Rivières qui le donnent, puis à Ottawa. Ottawa le donne en 2 ans, Trois-Rivières en 3. Alors, je donne ma démission.
M. Louis-Marie Roy, qui était le président, mon directeur général, puis je m'en vais. À regret, il dit, j'aurais bien aimé que tu restes, c'est le fun, Oui. c'est bon, t'es dynamique, c'est plaisant, les gens te connaissent. Tu as de l'expérience après 2 ans, là. Je donne ma démission. Puis une semaine ou 2 après, je rencontre des amis, prendre une bière. Mes amis disent, hey Serge, Trois-Rivières va venir donner le bac en récréo à Québec. On ne saura jamais se déplacer à Trois-Rivières. Ils vont venir, les profs vont venir à Québec, mais on cherche une cour de directeur des loisirs, des gens qui travaillent dans les loisirs, n'importe quoi. T'embarquerais ça avec nous autres. Ben, j'ai dit, j'ai donné ma démission. Je m'en vais à Ottawa. Oui. Ben, je retourne le lundi matin voir mon DG, puis j'ai dit, DG, je pourrais te reprendre ma lettre de démission, monsieur. Il dit, c'est parfait. On déchire ça, c'est beau. Fait qu'on commence à suivre 3-4 cours comme ça. Il venait les fins de semaine. Ben oui. C'est les fins de semaine, puis c'est agréable, c'est intensif. Puis tous des gens du milieu, encore là, c'est des expériences, des gens qui viennent de Saint-Félicien, des gens qui viennent de partout, de milieux différents. Tu t'adaptes beaucoup, toi. Dans n'importe quel milieu, tu te fais des amis, puis tu Oui, puis j'avais besoin de me nourrir de ça. Me nourrir de ça, de ces expériences-là, de ce véhicule-là. C'est intéressant. Fait que je m'inscris. On commence à faire 1 an de cours, à peu près, comme ça. J'ouvre le journal. Ah, directeur des loisirs à la Malbaie. Va chercher. Je regarde ma conjointe, il dit, nul n'est prophète dans son pays. Quelle année? 75. OK. Elle dit, nul n'est prophète dans son pays. Non, si tout le monde se dit ça, il n'y a pas une région du Québec qui va survivre puis qui va se développer. OK. On y va. On lance. Dans ce temps-là, c'était pas nécessairement la ville, c'était les terrains de jeu. L'œuvre des loisirs de la Malbaie, présidé par M. Will Brodebois, qui faisait le concours avec Jean-Pierre Tremblay. Jean-Pierre qui était le fils de M. Tremblay, qui était l'annonceur. Là. Jean-Pierre, qui son fils, maintenant, est propriétaire de la microbrasserie à Baie-Saint-Paul, de Charlevoix. OK. Pour la petite histoire, aujourd'hui. Puis, on lance ça comme ça. Une ligne à la mer, puis on dit, on va aller voir. Parce que René Hardy, qui était le premier directeur des loisirs de la ville de la Malbaie, René était là depuis 2 ans. On se connaissait pas beaucoup, mais je le connaissais de nom. J'avais fait mes stages en loisirs, moi, dans Charlevoix, avec Paul-André Lavigne, qui était au Conseil régional des loisirs, que Claude Sirois a remplacé. Puis Paul-André, il est devenu directeur des loisirs de Beauport, un ami, puis il est devenu directeur des loisirs de la ville dans le grand regroupement. Fait que j'avais déjà de l'expérience de loisirs là. Okay. Puis j'avais aussi fait le terrain de jeu à la Malbaie. Il y avait un terrain de jeu qui avait arrêté. Puis en 69-70, M. Bois, il était presque notre voisin à la Malbaie, il y avait 3 maisons qui nous séparaient. Il dit, Serge, tu relancerais-tu le terrain de jeu durant que tu fais ton cours de loisirs? Okay. On a relancé le terrain de jeu ensemble. Okay. J'ai refait un terrain de jeu pendant mon cours, l'été. Parce que ça me faisait une job d'été. Donc, j'avais quand même fait le terrain de jeu. J'avais organisé certaines activités avec Paul André au Conseil des loisirs. J'avais 2 ans d'expérience. J'arrivais pas quand même les mains vides, mais puis ça me tentait. Ça me tentait de dire, on va faire. Je pense qu'il y a de la place pour. Puis je pense que j'ai des idées, puis on va essayer de développer quelque chose. Alors, j'ai posé ma candidature, puis j'ai été accepté. J'ai été accepté, puis j'ai retourné voir M. J'ai redonné ma lettre de démission. Là, j'ai dit, monsieur, là. T'es sûr, toi, là? Mais là, mettons que ça fait 1 an ou 2, là. Okay. Puis j'acceptais le poste, mais j'ai dit, il faut quand même que je continue de faire mon bac. Alors, les fins, je travaillais la semaine, puis les fins de semaine, je montais à Québec, je redescendais, puis on faisait les cours avec les amis. Internet n'existait pas bien, là, puis les cours à distance n'existaient pas, là. Donc, il y avait un présentiel à faire là, mais je le faisais. Puis Lynn a commencé à travailler à l'hôpital. Donc, on n'avait pas encore d'enfants, ce qu'on pouvait se permettre de le faire. Fait qu'on a commencé comme ça, puis c'est là que j'aboutis à la Malbaie pour continuer le service des loisirs que René avait fait. Service des loisirs, avant toi, c'était qui? René Hardy. René Hardy, lui, il a quitté la Malbaie, pas parce qu'il n'aimait pas son travail et qu'il n'était pas très apprécié. Ils ont offert aussi un poste à Saint-Augustin-des-Maures, sa ville natale. Alors, lui allait dans sa ville natale, moi, j'allais dans ma ville natale. Là, on s'est retrouvés là, puis à travailler avec M. Will Brodebois, puis les bénévoles qui étaient là. Dans ce temps-là... C'est quoi la vie du service des loisirs? Bon, je regarde ce que René avait fait, puis j'essaye de regarder, copier-coller dans un premier temps, puis de rajouter des activités. Le centre des loisirs, le centre culturel existe? Oui, il est arrivé en 67. C'est lors de la Confédération. Oui, c'est le legs de la Confédération, le centre culturel. Mais, donc, le loisir est au centre culturel? Oui. On commence ça, petit bureau là. Okay. Qui a été rapatrié à l'hôtel de ville après, là, mais qui était là, dans un premier temps. Puis nos sources de revenus venaient un peu de la ville, bien sûr, à l'époque, dans un premier temps, puis du centre social. Le centre social, c'est là où ils vendaient de la bière avant.
puis la commission des liqueurs qui était au bout de la rue Naine, puis le centre social était un peu où les anciens garages municipaux étaient, c'était là. OK. Mais ça n'existait plus, mais ils ont gardé la charte du club social. Avec la charte du club social, on demandait une licence à la régie des loteries dans ce temps-là, que je ne me rappelle plus comment ça s'appelait exactement. Et avec la licence, ça nous permettait de faire des bingos. Et on faisait 1 000 par mois, par semaine. Par semaine? Par semaine. Oui, ben, ça payait les bingos. Ben oui, ben ça finançait presque les loisirs. Ah, OK. Avec M. Harvey, Benoît Marié et Mme Asselin qui occupaient les bingos. C'était très agréable. Puis le centre culturel. Alors, ça a été les débuts qu'on a fait, tranquillement. Puis il y avait l'atelier des petits copains qu'on a commencé pour les jeunes, OK. pour essayer d'avoir une activité culturelle. Il n'y avait pas de garderie à l'époque. Il n'y avait pas de garderie. Non. Mais c'était plein. C'était plein. Tout le temps plein. C'était pour rajouter de la vie culturelle. Oui, puis le ballet jazz avec Alain Bois, OK. les danses sociales avec mon ami Dominique Racine de Beauport, que j'ai connu par l'entremise de Paul-André Lavie. On a commencé à greffer des petites activités culturelles à côté de celles de sport qui existaient. Le hockey mineur, la balle molle, tous les autres, les tennis qu'on a développés à Polyvalente et tout ça. On a fait du partenariat avec la Polyvalente. OK. Il y a des ententes aussi avec Clermont. Alors, on a commencé à asseoir des affaires. Il y avait une petite guerre là, d'aréna à l'époque. Oui, mais elle était derrière nous. Elle était derrière nous. vous, Le dynamisme des gens de Clermont ont fait qu'ils l'ont eu et c'était parfait. On va se consacrer à d'autres choses. Ah oui. Et puis Clermont, est arrivé le Festival du papier. Il s'occupait du 24 juin. Nous, on a commencé à faire Dès cette époque, le 24 juin, c'était Clermont. Oui, et on a commencé à dire, ben nous, on va s'occuper La fête de la fête du Canada. Personne n'ira. Puis on a essayé de se faire aussi un calendrier avec le Conseil régional des loisirs avec Claude Sirois. On peut-tu avoir un petit calendrier pour pas que personne Oui. Le Festival de la Moustique fait ses affaires, OK. l'autre festival à Saint-Simeon, on peut-tu juste... Ça se passait comment, ça? Parfait. Des ententes de bonne foi, bonne affidée, oui. Y avait-tu des réunions? Y avait-tu des comités? Oui, bien, Claude faisait en sorte qu'on se coordonne. Il y avait une coordination qui se faisait. OK. Mais chacun faisait ses trucs, puis il les faisait bien, puis tout le monde respectait ça. Donc, nous, on a développé ce créneau-là, puis c'est encore là aujourd'hui. OK. C'est encore là aujourd'hui. Ça c'est... Avec une pérennité à ton travail. Ben, Oui. C'est-tu des idées à toi ou c'est plus un travail d'équipe à la ville? Oui, ben on faisait... C'était qui ton équipe, toi? Mais à l'époque, il n'y avait pas de comité de loisirs comme tel. On lançait des idées, puis avant que j'ai de l'aide, avoir un animateur qui venait avec moi, ça a pris quelques années, mais c'est venu. Avec le temps, c'est venu. Puis les premières fois qu'on faisait la Fête du Canada, c'est un de mes amis qui avait une troupe de théâtre de Loretteville, Paul Vachon, pour ne pas le nommer, défunt Paul. Puis, donc, je le connaissais. Donc, lui, je l'ai appelé, puis tu viendrais-tu faire un spectacle pour les enfants, tout ça. Donc, ça coûtait pas cher, c'était un contact. On a commencé. Après ça, on a développé les spectacles à Polyvalente. Polyvalente a fait son amphithéâtre. Donc là, nous, on prenait, eux faisaient leur activité, puis on s'occupait aussi des activités culturelles à l'extérieur des... On a fait des pièces de théâtre avec le théâtre, je ne me souviens plus des noms. Nous, peut-être? Non, Mme Nicole Filion, qui était là, le théâtre... peu importe, il faisait les tournées du Québec. Donc, on s'inscrivait dans les tournées. Albert Miller est venu faire la Céleste Bicyclette. J'ai connu Albert, on a joué avec Albert. On faisait des activités comme ça aussi. On greffait du culturel un petit peu à petite dose. Le loisir et culturel, faisait partie de ce que tu avais à faire. Ouais. On aurait aimé en faire plus. J'aurais aimé en faire plus. Mais les budgets étant ce qu'ils sont, puis aussi les ressources. Moi, les premières années, je faisais 135 réunions par année. OK, ben oui. Donc, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Il faut concerter. Et à ce moment-là, est venu le temps d'avoir des animateurs avec nous. Et il y a eu un élément déclenchant qui a été que j'ai pu avoir des animateurs. Et j'avais aussi comme fond de dire, est-ce qu'on peut... Le centre culturel était un éléphant. S'il n'était pas bien coté, on va se dire les vraies affaires. Là, il était peu fréquenté à Port-le-Bingo. Là, le troisième volet, on va commencer un peu avec ça. Mais aussi, ton début, c'est avec le maire Harvey ou c'est qui le conseil municipal de l'époque? Et c'est quoi la relation? On va terminer ce volet-là à tes débuts entre le conseil municipal et les loisirs de la Malbaie. Comment ça se passe? Quand j'arrive, M. Harvey était au pouvoir. M. Harvey, qui est un homme... C'est un maire
un homme... C'est mon mentor, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme au grand cœur, c'est un homme qui donne tout pour la collectivité, qui était super. Alors, en arrivant là, et des conseillers, il y a toujours une grande équipe. Okay. Les Jean Bergeron, les M. Banville, tous ceux qui ont passé. Je ne les nommerai pas tous, mais tous ceux. Il n'y en a pas un avec qui on n'a pas eu du plaisir. Mais quand c'était M. Turcotte qui s'occupait des majorettes... Ah oui, les majorettes aussi. Des marinières, après ça, les oui. moussaillons ont vu le jour, tout ça. Non, mais toujours une belle équipe de... Quand tu es directeur des loisirs, ou peu importe dans la vie, peu importe la métier que tu fais, si tu es bien entouré avec une équipe, puis, entre autres un conseil d'administration ou un chef d'entreprise, mais le chef d'entreprise, c'est le maire et ses conseillers aux loisirs et tout. Ils ont toujours embarqué. Toujours embarqué dans les projets. Tu avais un bon appui de la ville. Oui, extraordinaire, extraordinaire. Et les budgets ont été débloqués en conséquence, puis on faisait attention aussi à ce qu'on dépensait correctement. Okay. Tu ne te portais pas en fou. Non, c'était pas question. Mais à ce moment-là, on dit, si on veut aller plus loin, puis si on veut se donner comme mission d'emplir le centre culturel, de lui donner une vocation, de faire autre chose que la bibliothèque, les petits copains, puis les bingos, ça prend de l'animation. Là, prochain volet, on parle justement du fameux centre culturel. Quelle grande place dans le cœur des de la Malbaie, mais aussi des Charlevoisiens. Moi, j'étais de Clermont, puis j'y allais au centre culturel. C'était la façon on a l'accès à une piscine du centre culturel. Exact. Fait que, on fait une belle rencontre, Serge. Merci de son précieux temps. On se revoit pour le 3e volet. D'accord. Toujours avec le sympathique, impliqué et passionné Serge Otis. On va parler dans cette le 3e volet, un peu du centre culturel. On a parlé peut-être que il a fallu revitaliser. C'est un éléphant blanc que les gens qualifiaient d'éléphant blanc, mais grâce à des gens comme toi, puis et on va glisser aussi dans tous les sens du mot au Mont-Grand-Fond, parce que tu as joué un rôle au Mont-Grand-Fond. Donc, le centre culturel, c'est quoi qu'est-ce que tu as pensé pour revitaliser et s'organiser pour que cet élément-là culturel dans Charlevoix ait une meilleure fonction? C'était, dans un premier temps, j'avais la croyance que ça prenait quelqu'un sur place pour dynamiser et orchestrer des activités puis être avec les jeunes. Okay. Et c'est venu avec Denis Lapointe, ça. Quelques années après que Michel Gagné était stagiaire chez nous, Guy Lemoine a travaillé avec moi, Maryse Gauthier, et c'est vraiment Denis qui a été l'élément déclencheur. Denis finissait son cours en éducation physique. Okay. Alors, puis c'est un gars de Capellet, il connaissait les gens, il avait un charisme extraordinaire pour travailler avec les jeunes. Fait puis en mettant son bureau là-bas, il a dynamisé le milieu avec les jeunes. De sorte qu'il faire des activités sportives, surtout culturelles. Il a ouvert un centre de coordination d'activités physiques, il a ouvert un paquet de choses avec des jeunes. Puis des fois, je vois des reportages encore qu'on voit Denis, puis avec des mériteurs sportifs que j'ai vu l'autre jour. Puis il était vraiment très aimé des gens, très. Il a organisé la course Terrefoc dans un premier temps. Le Grand Prix cycliste de Beauport, on a fait des activités, des courses ici, cyclistes avec eux autres. Donc Denis était cette personne clé pour être au centre culturel. Donc, lui, il était engagé spécialement pour le centre culturel? Principalement pour le centre culturel. Il a fait d'autres choses, mais c'était vraiment là, mais 90-80% de ton temps là, il faut que les gens se l'approprient, le centre culturel. Parce qu'au début... On va arrêter de dire que c'est un éléphant blanc. Il est là. Il faut donc le dynamiser. On a refait la structure, on l'a réhabillé, on a fait des réparations, on a réparé la piscine, on a tout fait ça. Puis là, on a dit maintenant, c'est le temps. Mais avant ça, il y avait un passage avant pour dynamiser, c'est qu'il est venu le Grand Fond, un petit peu avant. Okay, quand il est venu le Grand Fond, je situerais ça en 78. Okay. Michel Gagné de la Malbaie, que vous connaissez tous, était stagiaire. Il faisait son bac en récréo à Trois-Rivières. Okay. Il restait à la Malbaie, il connaissait bien le milieu. Il est venu faire son stage avec moi. Donc, bien avant Denis, bien avant Marie, puis Guy Lemoine. Donc, il a fait son stage avec moi. Il s'occupait des loisirs aussi, puis il essayait essayer de faire des trucs nouvelles pour les gens, des trucs nouveaux pour les gens. Et c'est arrivé un élément, un jour, il y avait un comité intermunicipal qui s'occupait du Grand Fond. Ouais, parce que le Grand Fond, c'était
plus que c'était sur le terrain de Rivière-Malbaie. Oui, puis il y avait une corporation qui faisait un travail avec Robert Girard, qui faisait un travail extraordinaire, ces gens qui travaillaient au moulin, puis son équipe. Ces gens-là s'occupaient de faire en sorte que la saison de ski commence, puis qu'elle aille bien. Et Robert et son équipe faisaient un travail extraordinaire. Mais à un moment donné, ça grossit, puis ça grossit, ça grossit. Vient un point que le comité intermunicipal dit, puis il a engagé un directeur en octobre ou à peu près, là, un peu avant que les neiges commencent. Mais toute la préparation à faire, tout ça, c'est tous les bénévoles qui le faisaient. Année, 70, aux alentours de 78. Le comité vient à la conclusion de dire, on va engager quelqu'un à temps plein. Okay. Et le comité a choisi quelqu'un qui venait de l'extérieur. Et M. Harvey, le lendemain de la sélection de Laurence Sirois, qui s'appelait Laurence, il vient me voir et il dit, on n'est pas à l'aise. Quand je te dis que c'est un monsieur qui a beaucoup de cœur, il dit, on n'est pas à l'aise. Puis moi non plus, monsieur le maire, je ne suis pas à l'aise. Il dit, de faire venir un couple de la région, qui ont des jeunes enfants, puis on ne sait pas. Pour un an, pour voir, puis on ne sait pas. Si on va après ça, continuer dans ce veine-là. Il prenait des décisions sages. Sages, avec les gens Bergeron, avec toute son équipe. Puis les gens du comité intermunicipal, M. Dufour de Rivière-Malbaie, tous les gens qui étaient là, il y avait à cœur que le centre se développe aussi, à croiser des chemins. C'est un centre qui commençait à être connu beaucoup. Là. Oui, c'est sûr. Parce que les gens venaient de Bécomo. Il n'y avait pas de station majeure. Il n'y avait pas ni au Saguenay. C'était tous des petits. Il n'y en avait pas non plus. Donc, il me dit, hier, on arrivait à la conclusion qu'on ne fera pas déplacer des gens. Tu as un stagiaire ici, irais-tu à Grand-Fond pendant un an pour regarder ça, regarder, analyser, gérer la station pour un an, puis après ça, tu viendras nous faire ton bilan, puis nous dire dans quoi on devrait s'embarquer, parce qu'on ne connaît pas ça. Les opérations courantes, on ne connaît pas, on ne sait pas ça. Puis M. Harvey disait, en plus, c'est le comité qui veut, puis on n'est pas chez nous. On est chez la municipalité voisine, puis il faut respecter ça. Puis on ne veut pas faire dépenser aussi de l'argent. Tu irais-tu? Puis Michel est là, vous verrez, vous coordonnerez vos affaires ensemble, puis je suis parti 26 semaines. 26 sans congé. Sans congé. Non, puis les jours de congé que j'avais, je partais avec ma voiture, j'allais faire des salons de ski avec un pick-up de la ville, avec le kiosque de fortune qu'on avait fait. J'allais à Granby, j'allais à Chicoutimi, j'allais dans les centres d'achat, j'allais partout. Passionné. Puis après ça, j'allais aussi voir les stations. J'allais à Magog, j'allais dans le nord de Montréal. Je connaissais ces gens-là. Tu faisais du ski, toi aussi? Pas du tout, pas de ski alpin, du ski de fond. J'avais jamais mis. Mais quand je suis arrivé à Grand-Fond, ils ont dit, tu vas mettre Michel Lapointe, qui était à l'époque, c'était pas Alain est revenu, Alain Bouchard, mais c'était Michel Lapointe. Il dit, Serge, il faut que tu fasses du ski alpin. Tu fais pas du ski alpin. Ça n'a comme pas de bon sens. J'ai dit, c'est correct, donne-moi, on va y aller. Puis j'ai eu la piqûre, j'ai fait du ski alpin après. Mais tout ça pour dire, j'allais voir les bonnes pratiques. Oui, okay. J'allais voir les bonnes pratiques. J'allais voir ça. Puis l'équipe aussi au Grand-Fond, équipe formidable, des gens dédiés, des gens de la place, qui ont donné leur tête. Ils veulent que ça marche. C'est leur job. C'est tous des cousins, des frères. J'ai rencontré tous les gens. Qu'est-ce dans ton ouvrage que tu as besoin? Qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour alléger ton affaire? Faites tout le tour. Puis, il n'y avait pas de cafétéria à l'époque. Tous les matins, j'allais chez Polo. Je montais le lunch, le dîner, dans mon char, la soupe, les affaires, tout ça. La cafétéria est venue tout de suite après. C'était vraiment... Là, oui, il y avait une cafétéria, mais on ne faisait pas sur place. On faisait des petites affaires, mais pas tout. Pas le menu du jour. Donc, on a commencé comme ça. Puis c'est là que j'ai fini un an pour faire ce cours. Je suis arrivé, puis j'ai rencontré le comité intermunicipal, puis je leur ai dit, pour que ça soit viable, pour que ça marche, il faut qu'il y ait quelqu'un à temps plein. La saison finie, elle se commence tout de suite. Il faut prévoir, faucher les pistes, il faut prévoir ci, il faut prévoir ça. Faut que ça soit... C'est comme une station de ski commerciale. Oui. Ça prend des gens qui s'en occupent. Et ça prend un gars de la place. Puis le gars de la place, le meilleur qu'on puisse trouver, c'est Daniel Lavoie. Et c'est Daniel qu'ils ont pris. Daniel, vous connaissez tous Daniel. Oui. Son dynamique, il a fait de Grand-Fond un grand centre. Il est aimé des gens. Il est passionné aussi. Il est très passionné. Oui. Avec sa conjointe qui le secondait, qui était là tout le temps. Bon. Donc, j'ai dit, ça prend quelqu'un. Okay. Puis j'ai dit, moi, ça, puis là, j'ai écrit mon rapport. Puis je l'ai soumis. J'ai dit, bon, mais ma job est faite. Je retourne travailler avec Michel à Loisir. On va développer d'autres choses. Non. Tu restes là. Daniel va s'occuper des affaires courantes, puis toi, tu vas t'occuper du volet marketing et développement de la station. Ça prend quelqu'un là aussi. On va prendre en note ce que tu as dit, c'est ça. Tu y vas-tu? Tu veux-tu y aller? Donc, tu avais été écouté. J'avais été écouté. Donc, ça justifiait aussi d'avoir mon adjoint, d'avoir le coordonnateur, puis de faire en sorte que ça se développe, et la montagne, et les loisirs à Malbaie. Alors, on a, en 78, puis on a
développé pour la montagne, ça prenait une deuxième remontée mécanique. On ne pouvait pas se fier juste aux chaises, là. Puis rappelons-nous, là, c'était le courant, c'était du courant avec une génératrice qui se faisait. OK. Il n'y avait pas de courant. Pas de courant triphasé qui montait. Fait, quand tu arrêtais, là, puis que la génératrice partait, là, on fait gros les prières qu'on disait pour ça prenait des lampions. Ça prenait. Fait que donc, c'était urgent. Alors, j'ai développé ce projet-là avec M. René Guy, qui était à la commissaire industrielle, avec les gens du milieu. On n'a pas fait ça tout seul. Avec le conseil, avec tout le monde. Je n'ai pas fait ça tout seul. C'est loin de là. Avec Jean Bergeron, qui développait des pistes de son côté, puis qui regardait, puis des contacts politiques. Que M. Harvey... Une de visionnaire. Oui, puis M. Harvey avait des contacts politiques. Le conseil avait des contacts politiques. C'était écouter des conseils dans ça. Puis Grand Fond, ben, c'était un joyau aussi. Si on voulait que l'industrie touristique et les hôtels vivent bien, puis tout ce qu'il y avait en parallèle, ben, ça prenait un moteur. Hivernal. L'été, il n'y a pas de trouble. C'est le golf, c'est les beautés de la nature, c'est les points topiques, c'est tout ça. Mais l'hiver. Donc, j'ai fait ce projet-là avec la gang, puis on l'a eu. 1 million, puis on a installé le T-bar. On a installé le T-bar, puis là, on a commencé à faire d'autres choses. Puis là, moi... Puis le marketing, bien, je continue à en faire aussi. Alors, j'ai fait d'autres affaires. On a continué à développer la station. Puis à continuer. Puis donc, faire monter le courant triphasé. Alors, il fallait là ouvrir un chantier pour convaincre l'Hydro-Québec de monter le triphasé là. On l'a monté. Refaire la route. Refaire la route. Des contacts politiques encore, des contacts avec avec l'OPDQ. Dans ce temps-là, c'était l'OPDQ. Mais on avait encore là des bonnes oreilles. C'est le père de Sylvain Tremblay, qui est maire de Saint-Simon, qui était là. Là, je ne me rappelle plus de son prénom. Donc, lui était à l'OPDQ. On avait une belle fenêtre, là. Puis, M. Ouellet, qui était là aussi, qui est décédé, qui a développé le massif, il était là aussi. Donc, nos projets passaient bien. Ils passaient bien avec les fonctionnaires. Ils passaient très bien avec le volet politique, laissait ça au conseil. Le volet stratégique avec les intervenants du milieu, on allait avec ça. Donc, puis il y avait consensus régional aussi, pour que ça marche. Donc là, on a continué. Là, le courant est arrivé. Après ça, on a agrandi le chalet principal, comme vous le connaissez actuellement. On a développé d'autres pistes. On est allé là. Donc, c'était... Puis là, bien, après ça, bien, on a développé à côté le centre culturel. Tout ce long détour pour revenir au centre culturel. Oui, c'est sûr. Parce que le centre culturel, il joue encore un rôle. Oui, et quand on était au Grand Fond, bien, c'était la bière, c'était M. Dallaire qui était là, comme représentant, Guy. Puis Guy, il faisait des soirées Bodrock. Des soirées Bodrock. Là, on a dit, oh, on tient quelque chose. Avec mon ami Gervais Desbiens, qui était là, on dit, on fait une soirée Bodrock au centre culturel, on foule ça. On foule ça, les gars. 500 personnes, pas de problème. C'était pour financer... C'était aussi pour donner un coup d'envoi. Le centre culturel, il faut qu'il soit connu. Autrement que par des bingos, la natation, la bibliothèque, il faut que ça soit connu autrement. Fait qu'on a rentré 500 personnes avec... c'était Pierre Rochette, si ma mémoire est bonne, qui était là, comme orchestre. Puis Gervais Desbiens est arrivé avec sa moto. Il est rentré dans le centre culturel. Boum, 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 mon ami. C'était quelque chose. Puis on avait la gomme, du Bril-Crime, qu'on mettait dans les cheveux dans ce temps-là, que les plus vont s'en rappeler. Quel beau jeu! Le responsable, M. Patrice Harvey, qui était conseiller au centre culturel le lendemain, il en a décollé la gomme, je te jure. Mais ça a donné un coup d'envoi formidable. Et une fête extraordinaire. J'ai des images, des fois, je revois encore. Puis les gens étaient heureux. Les gens étaient contents. Ils s'appropriaient. Ils s'appropriaient cette culture. Tu n'avais pas besoin de grand-chose pour être heureux. Mais non. Aujourd'hui, ça prend tellement d'artifices. Et après ça, bien, Denis a continué sur cette lancée-là. Il a organisé des activités avec les jeunes, tout ça. Puis il a rentré les jeunes. Ça a été le fer de lance. Il n'y a pas eu une maison des jeunes à un moment donné? Oui, après ça, c'est près du centre-ville qu'il y a une maison des jeunes qui est arrivée, oui. Donc tout ça pour ça. Et moi, j'ai fini mon bac à temps partiel. Puis une couple d'années après, je me suis dit, ben, il faudrait bien que je fasse une maîtrise à un moment donné. J'ai dit, je veux faire d'autres choses. Là, je me suis inscrit à la maîtrise en administration publique à l'ENAP à Québec. Et ça se donnait la semaine, l'employeur me libérait pour y aller. Puis j'ai fait ma maîtrise, j'ai obtenu mon diplôme aussi par la suite. Et après, c'est là qu'après, j'ai dit... Toujours à l'emploi de la ville. Toujours à l'emploi de la ville de la Malbaie. Là, le service de loisirs avait pris sa vitesse de croisière. Puis j'avais 42 ans, puis je me disais, ben, à tort ou à raison, mais je pense qu'à raison, parce que c'est bien développé actuellement, c'est la place aux jeunes. La place à un jeune qui va prendre ça, puis qui va ramener ça un petit peu plus loin. Je voudrais passer le témoin à quelqu'un d'autre. J'ai fait
les pierres, les assises sont là, que quelqu'un d'autre prenne ça. Jacques Tremblay a pris la suite. Puis je pense qu'après, c'est M. Poirier, Saint-Simeon qui est arrivé. Dominique Poirier. Alors, Dominique est arrivé, puis il a donné un essor au culturel formidable. Puis aujourd'hui, on voit le résultat avec la nouvelle direction et le Havre et tout ça. Moi, je suis très fier quand je vois ça. Je suis très fier. Et les loisirs, en général, la piscine qui est rendue à Polyvalente, où elle aurait toujours dû être. Oui, c'est ça. Mais c'est un coup qu'on a dit que c'est là qu'elle aurait dû être. Elle était là en 67. Vaut mieux s'en occuper. On n'a qu'une. T'as pas connu, parce que le centre culturel, à un moment donné, il y a eu des problèmes de la piscine. Toi, t'as pas vécu ce problème. Moi, je suis parti en 89. 89. Parce que dans le quatrième et probablement un des derniers volets, on va parler un peu de ta vie familiale, tes enfants, et aussi le reste de ta vie professionnelle, également ce qui va te ramener dans Charlevoix. Donc, de cette époque, y a-t-il des réalisations particulières que tu es fier? On a parlé du centre culturel, on a parlé du Mont-Grand-Fond. Y a-t-il d'autres choses que tu t'es impliqué dont tu es fier? À première vue, là, rapidement comme ça, j'en vois pas vraiment, là, mais parce que ça, c'était majeur. C'était majeur. Puis je dois insister, je n'ai pas fait ça tout seul du tout. Je pouvais être le coordonnateur de ça, puis qui mettait en présence les forces du milieu, qui coordonnaient ça. Parce que si tu n'as pas ça, comme moi, j'étais la bougie d'allumage, puis dit, moi, je vais faire la poutine, si on veut, mais ça prend les décideurs. Le fait marquant, c'est ça, c'est l'appui de la ville de la Malbaie, du conseil municipal, de tous ceux et celles qui étaient là, puis il y a eu des femmes qui étaient là aussi. Mais ça prend un maire qui y croit. Si le premier général n'y croit pas, là, toujours. À ton départ, c'était-tu encore le maire Harvey ou c'était... C'était Mme Claudette Bergeron. Non, à mon départ, c'était M. Jules Maltais. Mais entre les deux, il y a eu Mme Claudette Bergeron, qui est arrivée au pouvoir, avec qui j'ai travaillé, qu'on a eu du plaisir à travailler aussi, très bien. Mais M. Harvey avait décidé après, je pense, 14 ou 16 ans. Wow, c'est ça. J'étais là lors de son dernier conseil municipal, puis c'était un moment émouvant. Ouais. C'était quelqu'un... mais le fait marquant pour moi, s'il y en a un, c'est lui. C'était un sage. Ah oui. C'était un sage. J'allais là avec ma question. Le maire Harvey, c'est un sage, quelqu'un qui t'a marqué? Ah, énormément. Et ici, j'en suis sûr, si je suis resté là, c'est lui. Puis je suis resté là pour lui, avec lui. On faisait un beau tandem et avec l'équipe de direction. C'était bien. J'allais chez lui discuter pendant des heures et des heures. Ah oui, c'est des heures et des heures. Facile à rencontrer. Ouais, regarde, le ponton, on vient de remiser notre ponton et sa fille m'a donné il y a 2-3 ans, il lui restait une plaque Plaisir de Charlevoix. Parce qu'il n'y avait pas quand même que ça, la ville, et développer le Mont-Grand, c'était déjà beaucoup. À un moment donné, il disait, je t'apprendrai un mot, une marque, pour marquer Charlevoix. Là, il a dit, on va trouver un slogan. C'est Louis-Marie Lavoie qui a fait le slogan, si ma mémoire est bonne, et je pense qu'elle est bonne, qui a fait Plaisir de Charlevoix. J'ai encore je vais te la montrer tout à l'heure sur le ponton. Et elle m'a donné la dernière. C'était licence de voiture. On mettait ça sur les voitures. Il y avait des petites pins, il y avait toutes sortes d'affaires, des drapeaux, toutes sortes d'affaires. Ben, j'ai coordonné ça aussi. Je montais faire les affaires. Ça fait partie de tes réalisations. C'était le marketing de la ville de Malbaie. Mais ça, c'était le volet régional. C'était peut-être pas à la ville de le faire, la responsabilité. C'était aux organismes peut-être régionaux de le faire. Puis ils l'ont pas fait. Il y avait d'autres choses à faire. M. Harvey dit, moi, je suis bon là-dedans, j'ai des contacts, je vais le faire. Puis on va essayer d'avoir une marque. Parce que significative pour que les gens se Charlevoix. En étant une ville de service, elle était chef de file. Ah oui. Puis là, on en a donné, ils ne vendaient même pas, ils les donnaient à tout le monde en avait. Donc moi, je pense que c'est M. Harvey qui était vraiment la personne qui m'a marqué le plus. De le côtoyer au jour le jour. Parce qu'il était, à chaque jour, il était là à l'Hôtel de Ville. C'était comme sa business, lui. Il était là, le matin, tout le temps, tous les jours. Puis à l'écoute de ses citoyens. Ah oui, à l'écoute du personnel, des citoyens, des idées. Puis ouvert d'esprit. Oui, puis si j'ai appris à connaître des ministres, à être... Il me faisait connaître, ces gens-là. Il me faisait connaître. S'il y avait une conférence de presse, il m'invitait. J'étais là. J'étais là.
On avait une belle relation. Je pense qu'elle allait plus loin que le boss. C'est un être humain exceptionnel. C'est un être humain exceptionnel. On en aurait eu besoin de ces leaders-là. De combien pour développer Charlot? Il y en a eu. Mais lui, il était marquant. Ah, il était là. Il était là. Puis il est encore dans la mémoire de beaucoup de gens. Et il faut dire aussi que si le plateau, on parlait tout à l'heure que les loisirs et le terrain de jeu étaient là, bien, s'il n'avait pas été... C'est lui qui l'a développé, le plateau. Alors, il a été capable d'aller s'asseoir avec son ami Jean-Arthur Tremblay, qui était propriétaire, qui avait Ford, concession Ford, puis qui a été capable de s'asseoir avec lui, puis d'être... Il était visionnaire. Il était visionnaire. Il s'entourait de gens avec lui, vraiment, qui avaient la même attitude que lui, puis qui pensaient dans le même sens. Ça a donné des années extraordinaires. Merci de ce beau temps-là et de ce beau témoignage-là. On se voit sur le 4e volet, où on va parler un peu de ta vie personnelle, en plus d'être un petit complément sur M. Harvey. Merci.